Un millionnaire paye une femme obèse pour avoir son enfant. Tout le monde a ri, jugé et appelé cela de la folie. Mais la raison derrière cet accord est choquante. La vérité va vous laisser sans voix. Alexandre Rousseau se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de son bureau pentouze, regardant le paysage parisien sans vraiment le voir. Le soleil matinal se reflétait sur le verre et l'acier des gratte-ciel voisins, créant un spectacle éblouissant qui aurait impressionné la plupart des gens. Mais Alexandre était depuis longtemps devenu insensible à de tels spectacles. À 42 ans, il avait amassé plus de richesses que la plupart ne pouvaient en rêver, bâti un empire qui s'étendait sur des continents, et pourtant quelque chose le rongeait, un vide qu'il n'arrivait pas à nommer. Son reflet le fixait. Costume Tom Ford impeccablement taillé, cheveux noirs parfaitement coiffés avec des touches distinguées de gris aux tempes, yeux verts perçants qui pouvaient faire frémir des PDG chevronnés sur leur siège. Tout, chez lui, était calculé, contrôlé, soigné, et c'est exactement comme ça qu'il l'aimait, ou du moins c'est ce qu'il se disait. « Monsieur Rousseau ?» La voix de son assistante résonna à travers l'interphone. « Le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence. » Alexandre rajusta sa cravate déjà droite. « Dites-leur que j'arrive dans 5 minutes. » Sa voix portait le genre d'autorité qui venait d'années à ne jamais être remis. En question, à ne jamais être contesté. Alors qu'il rassemblait ses papiers, ses yeux tombèrent sur le Financial Times du matin. Un autre article sur lui, « Le Midas moderne, l'ascension irrésistible d'Alexandre Rousseau ». L'article louait son acuité commerciale, son efficacité impitoyable, sa capacité à transformer des entreprises en faillite en mines d'or. Mais il y avait une ligne qui attira son attention. Malgré ses nombreuses réalisations, Rousseau reste remarquablement solitaire, sans héritier apparent pour son vaste empire. Il jeta le journal de côté avec plus de force que nécessaire. Le mot « héritier » apparaissait avec une fréquence croissante ces derniers temps, non seulement dans les articles, mais aussi dans ses propres pensées. Lors des réunions du conseil d'administration, les actionnaires dansaient délicatement autour du sujet de la planification de la succession. Même son banquier privé avait récemment suggéré de considérer des options de legs à long terme. La salle de conférence tomba dans le silence lorsqu'Alexandre entra. 12 visages se tournèrent vers lui, un mélange de respect et de crainte dans leurs yeux. Il prit place à la tête de la table, ouvrit son ordinateur portable et commença la réunion avec son efficacité habituelle. « Les chiffres du 3e trimestre sont impressionnants, déclara-t-il, mais pas assez impressionnants. » Ses doigts tambourinaient sur la table en acajou poli. « Je veux voir une augmentation de 30% d'ici la fin de l'année. » Monsieur Rousseau, l'un des membres du conseil, Dupont, s'aventura. « Cet objectif pourrait être un peu agressif, compte tenu des conditions actuelles du marché. » Alexandre le coupa d'un regard. « Le marché s'adapte à nous, Dupont, pas l'inverse. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je suis sûr que nous pouvons trouver quelqu'un qui le sera. » La réunion continua, mais l'esprit d'Alexandre continuait de dériver. Les mêmes questions qui le hantaient ces derniers temps revinrent. Quel était l'intérêt de construire tout cela s'il n'y avait personne à qui le transmettre? Quel héritage laisserait-il vraiment? Plus tard dans l'après-midi, il était assis dans son bureau privé, examinant des propositions d'acquisition. Les chiffres se brouillaient devant ses yeux. Il se surprit à ouvrir son email personnel, chose qu'il faisait rarement pendant les heures de bureau. Là, enfoui parmi les newsletters et les invitations sociales qu'il n'acceptait jamais, se trouvait un email de son avocat de famille. Comme demandé, j'ai préparé les documents concernant les arrangements potentiels de maternité de substitution. Cependant, je dois vous conseiller que c'est une question complexe, nécessitant une réflexion approfondie. Alexandre se renversa dans son fauteuil, laissant échapper un long soupir. Il avait étudié cette option pendant des mois maintenant, l'approchant comme toute autre décision commerciale. Clinique, méthodique, une simple transaction. Trouver une candidate appropriée, rédiger un contrat, produire un héritier. Pas de relations compliquées, pas d'enchevêtrements émotionnels, juste un arrangement commercial simple. Son téléphone vibra. Un autre rappel pour le gala de charité auquel il était censé assister ce soir-là. Alexandre envoyait habituellement un chèque et ses regrets, mais ce soir était différent. Ce soir, il avait un but. Alors que son chauffeur naviguait dans la circulation du soir parisien,
Alexandre passait en revue les dossiers que son équipe avait préparés sur les participants au gala. Un nom se démarquait, Dr Olivia Chevalier, directrice exécutive de l'Alliance communautaire urbaine. Son organisation faisait des vagues dans les cercles de développement social et, plus important encore, elle correspondait au profil que son équipe avait développé pour les candidates potentielles. La voiture s'arrêta devant le lieu et Alexandre ajusta son nœud papillon. Ce soir n'était pas une question de réseautage ou de maintien des apparences. Ce soir, il s'agissait de trouver la femme qui l'aiderait à assurer son héritage. Ce qu'il ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'était que cette soirée soigneusement planifiée serait le début de quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, quelque chose qui allait ébranler les fondements même de son monde méticuleusement construit. Le grand hall du musée d'Orsay bourdonnait des sons familiers de l'élite parisienne se félicitant de sa philanthropie. Les verres en cristal tintaient, les rires forcés résonnaient contre les colonnes de marbre, et des accords étaient conclus sous couvert de dons caritatifs. Olivia Chevalier se tenait légèrement à l'écart de la foule, sirotant un verre d'eau pétillante et observant la scène avec un mélange d'amusement et de résignation. À 35 ans, elle attirait l'attention non pas par une beauté conventionnelle, mais par sa présence. Ses courbes, drapées dans une robe de soirée violet profond, défiaient les attentes de la société sur ce à quoi une femme puissante devait ressembler. Ses yeux vifs ne manquaient rien, et son sourire chaleureux recelait des secrets qui suggéraient qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Docteur Chevalier » une voix l'appela, et elle se retourna pour voir une autre mondaine bien intentionnée s'approcher. « Votre discours sur les déserts alimentaires urbains était si émouvant. Avez-vous envisagé de vous associer à l'entreprise immobilière de votre mari ?» Olivia termina avec un doux sourire. « Bien que j'apprécie l'offre, nous nous concentrons actuellement sur des solutions appartenant à la communauté. » Le daddy. Sourire de la femme vacilla légèrement avant qu'elle ne s'éloigne pour trouver un public plus réceptif. Olivia soupira. Ces galas étaient des mots nécessaires, des opportunités de sécuriser des financements pour le travail vital de son organisation. Mais parfois, le décalage entre la foule sirotant du champagne et les communautés qu'elle servait semblait assez vaste pour l'engloutir tout entière. Elle était sur le point de s'excuser et de partir quand elle sentit une présence derrière. Elle, avant qu'elle ne puisse se retourner, une voix parla, basse, contrôlée et habituée à être entendue. « Docteur Chevalier, Alexandre Rousseau. » Olivia se retourna, se retrouvant face à face avec l'homme dont le nom était synonyme de pouvoir entrepreneurial à Paris. Elle avait lu à son sujet, bien sûr, tout le monde l'avait fait, mais en personne, il y avait quelque chose de presque prédateur dans sa concentration, comme un lion évaluant sa prochaine proie. « Monsieur Rousseau, » reconnut-elle, soutenant son regard fermement, « je ne savais pas que vous assistiez à ces fonctions. Votre assistante envoie habituellement vos regrets, accompagnée d'un chèque très généreux. » Un éclair de surprise traversa son visage, si bref qu'elle faillit le manquer. « Vous semblez bien informé sur mes habitudes. »« C'est mon travail. De connaître nos donateurs, » répondit-elle, « surtout ceux qui préfèrent rester anonymes. » Les sourcils d'Alexandre se levèrent légèrement. Il avait fait des efforts considérables pour garder ses dons caritatifs privés. L'anonymat est pour éviter une attention inutile, ou une connexion humaine inutile, suggéra Olivia, puis regretta immédiatement. Elle blâma l'heure tardive et la frustration d'une soirée passée à être aimable avec des donateurs potentiels. Au lieu de s'offenser, Alexandre sourit, une petite expression tendue qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous êtes très direct, docteur Chevalier. S'il vous plaît, appelez-moi Olivia. » « Et oui, je le suis. La vie c'est trop courte pour les jeux, ne pensez-vous pas ?»« Au contraire, » répondit-il. « Je trouve que les jeux sont souvent le moyen le plus efficace d'atteindre ses objectifs. » Olivia rit, le son suffisamment authentique pour attirer les regards des invités proches. « Est-ce ce qui vous amène ici ce soir, monsieur Rousseau? Un jeu ?» Pendant un moment, quelque chose d'illisible passa sur son visage. « En fait, je suis venu discuter d'une proposition avec vous. »« Une proposition ?» La garde d'Olivia monta immédiatement. « Un arrangement commercial qui pourrait être mutuellement bénéfique. » Il jeta un coup d'œil autour de la salle bondée. « Peut-être pourrions-nous en discuter dans un endroit plus privé. » Olivia l'étudia attentivement. Tout chez cet homme criait le danger, pas le danger physique, mais le genre qui pouvait bouleverser des vies avec une seule décision.
Et pourtant, quelque chose dans sa façade soigneusement construite l'intriguait. Il y avait une fissure là, à peine visible, mais elle avait passé sa carrière à lire les gens, à comprendre leurs motivations cachées. « Il y a une alcôve tranquille près de l'aile impressionniste », suggéra-t-elle. « Mais je devrais vous avertir, monsieur Rousseau. Si cela concerne l'acquisition de propriétés dans les quartiers où nous travaillons, vous perdez notre temps à tous les deux. Cela n'a rien à voir avec l'immobilier, l'assura-t-il, lui faisant signe de montrer le chemin. Alors qu'il marchait à travers les grands couloirs du musée, Olivia était très consciente des chuchotements et des regards qui les suivaient. Alexandre Rousseau ne parlait à personne sans but, et sa réputation d'efficacité impitoyable le précédait. Ils atteignirent l'alcôve, un endroit paisible surplombant une cour intérieure. La lumière de la lune filtrait à travers le plafond de verre, projetant d'étranges ombres parmi les artefacts anciens. Olivia se tourna pour lui faire face, croisant les bras. « Très bien, monsieur Rousseau. Quelle est cette proposition qui nécessitait une telle intimité ?» Alexandre redressa ses manchettes, un geste qu'elle soupçonnait être plus une habitude, nerveuse qu'une nécessité. « Je cherche quelqu'un pour m'aider dans une affaire personnelle, quelqu'un d'intelligent, discret et capable de comprendre les complexités d'un arrangement délicat. Vous devrez être plus précis, » dit Olivia, bien qu'un étrange soupçon commençait à se former dans son esprit. Il la regarda directement dans les yeux. « J'ai besoin d'un héritier, docteur Chevalier, et je crois que vous pourriez être la personne parfaite pour m'aider à en créer un. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds d'implications. Olivia le fixa, se demandant si elle avait mal entendu d'une manière ou d'une autre. Mais Alexandre Rousseau se tenait là, parfaitement composé, comme s'il venait de proposer une fusion commerciale de routine au lieu de quelque chose qui allait changer leurs deux vies pour toujours. Pendant plusieurs secondes, Olivia ne put que fixer Alexandre Rousseau, attendant la chute qui ne vint jamais. La lumière de la lune qui filtrait à travers le plafond de verre projetait des ombres nettes sur son visage, soulignant les angles aigus de sa mâchoire et l'intensité dans ses yeux. Il ne plaisantait pas. « Un héritier », répéta-t-elle lentement, testant le poids du mot. « Et vous pensiez que m'aborder lors d'un gala de charité était la manière appropriée de faire cette proposition ? Je préfère appeler cela efficace, » répondit Alexandre, sa posture inchangée. « Mes recherches indiquent que vous êtes intelligente, accomplie et possédez d'excellents gènes. Votre travail avec l'Alliance communautaire urbaine démontre de fortes capacités de leadership et d'intelligence émotionnelle. Des traits héréditaires désirables. » Olivia laissa échapper un court rire incrédule. « Venez-vous de me réduire à une collection de traits génétiques désirables ? Monsieur Rousseau, je dirige une organisation à but non lucratif dédiée à l'autonomisation des communautés marginalisées. Je ne suis pas un cheval de course à une vente aux enchères. Je m'excuse si je vous ai offensé, dit-il, bien que son ton suggérait plus d'agacement que de contrition. Peut-être devrais-je être plus précis. Je propose un arrangement mutuellement bénéfique. Vous seriez généreusement compensé, assez pour financer les initiatives de votre organisation pour la prochaine décennie au moins. » Olivia sentit son pouls s'accélérer, non pas à ces mots, mais aux implications. L'alliance communautaire. Urbaine avait du mal à sécuriser des financements à long terme pour ses projets les plus ambitieux. Avec ce genre d'argent, ils pourraient développer leur programme de sécurité alimentaire, établir plus de centres de santé communautaires, créer des solutions de logement durable. Elle repoussa ses pensées, en colère contre elle-même, pour l'avoir même envisagé. Et qu'est-ce que cet arrangement impliquerait exactement? Alexandre sortit de sa veste une tablette mince. « J'ai fait rédiger un accord préliminaire par mes avocats. Les termes sont simples. Vous serviriez de mère porteuse pour mon héritier, suivant un régime strict de soins prénataux. Après l'accouchement, vous n'auriez aucune revendication légale sur l'enfant. En retour, vous recevriez une compensation substantielle et un financement continu pour votre organisation. Juste comme ça, clinique et propre, enveloppé dans un langage juridique. » Olivia s'approcha, étudiant son visage. « Dites-moi, monsieur Rousseau, avez-vous considéré que créer un être humain pourrait être légèrement plus compliqué qu'une fusion d'entreprises ?» Quelque chose vacilla dans ses yeux, de l'incertitude, peut-être, ou de l'irritation d'être remis en question. L'accord comprend des dispositions pour toutes les éventualités. Vous auriez accès aux meilleurs soins médicaux, un appartement de luxe pendant la grossesse, un chef privé.
Et vous, interrompit Olivia, quel rôle prévoyez-vous de jouer? Dans tout cela, à part signer les chèques, je surveillerai la situation pour m'assurer que tout se déroule selon le plan. Surveiller la situation, répéta-t-elle. Vous voulez dire que vous traiteriez cela comme n'importe quel autre projet que vous pouvez contrôler depuis votre tour d'ivoire? Un bébé n'est pas un rapport trimestriel, monsieur Rousseau. Sa mâchoire se serra. Je suis conscient des différences, docteur Chevalier. C'est pourquoi je propose un arrangement clair et structuré qui protège les intérêts de chacun. Olivia se déplaça vers la fenêtre, regardant la cour du musée en contrebas. La fête continuait au loin, les sons des rires et des verres qui s'entrechoquaient, flottant dans l'air immobile. Elle pensa au programme en difficulté de son organisation, aux familles qu'il ne pouvait pas aider en raison de ressources limitées. Puis, elle pensa à son propre passé, aux rêves qu'elle avait mis de côté après cette perte dévastatrice il y a 3 ans. Si, et c'est un énorme si, j'envisageais cette proposition insensée, dit-elle finalement, se retournant pour lui faire face. J'aurais quelques conditions moi-même. L'expression d'Alexandre resta neutre, mais elle remarqua le léger redressement de ses épaules, l'homme d'affaires sentant une négociation. Je vous écoute. Premièrement, pas d'appartement de luxe. Je reste dans ma propre maison, je vis ma propre vie. Deuxièmement, je continue à diriger mon organisation. Pas de recul ou de dissimulation comme un secret honteux. Troisièmement, elle prit une profonde respiration. Vous ne vous contentez pas de surveiller la situation. Vous participez. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque étape importante. Si vous voulez tellement un héritier, vous devez comprendre ce que cela signifie vraiment. Elle s'attendait à ce qu'il rejette ses conditions d'emblée. Au lieu de cela, il resta silencieux pendant un long moment, l'étudiant avec une intensité qui lui donnait envie de remuer. Elle refusa de lui donner cette satisfaction. Ces termes devraient être soigneusement définis, dit-il finalement. J'ai une entreprise à diriger, et j'ai une vie à vivre, riposta-t-elle. Il ne s'agit pas seulement de créer votre héritier parfait, monsieur Rousseau. Il s'agit de mettre un être humain au monde. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors nous n'avons plus rien à discuter. Les doigts d'Alexandre tapotèrent contre la tablette, 1 fois, 2 fois, puis il la glissa dans sa veste. Je vais demander à mes avocats de réviser l'accord pour inclure vos conditions. Nous pourrons discuter des détails demain au déjeuner. Je n'ai encore rien accepté, lui rappela Olivia. Non, reconnut-il, l'ombre d'un sourire jouant sur ses lèvres. Mais vous l'envisagez. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une carte de visite, la lui offrant avec la précision de quelqu'un habitué à voir ses offres acceptées. Olivia prit la carte, notant le poids du papier, le design minimaliste. Vous êtes très sûr de vous, n'est-ce pas? Je suis sûr que nous avons tous les deux quelque chose que l'autre veut, répondit-il. Le reste n'est que négociation. Alors qu'il se tournait pour partir, Olivia l'appela. Monsieur Rousseau, une dernière chose. Il s'arrêta regardant en arrière. Si j'accepte cela, vous devez savoir, je ne fais rien à moitié. Vous pensez peut-être pouvoir maintenir votre distance confortable, mais je vous promets que cela changera. Votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas contrôler. Pour la première fois de la soirée, elle vit une véritable incertitude traverser son visage. Puis elle disparut, remplacée par son masque habituel de confiance. « J'attends votre appel, docteur Chevalier. » Olivia le regarda disparaître dans le couloir, la carte de visite lourde dans sa main. Elle avait jusqu'à demain pour décider si elle était vraiment prête à conclure ce pacte avec le diable, et si elle était assez forte pour en gérer les conséquences. Le lendemain matin, Olivia était assise dans son modeste bureau à l'Alliance communautaire urbaine, la carte de visite d'Alexandre Rousseau appuyée contre son écran d'ordinateur. Elle avait à peine dormi, son esprit tournant avec les possibilités et les doutes. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres, illuminant le mur de photos derrière son bureau, des visages de membres de la communauté dont les vies avaient été touchées par leur programme. Son assistant Marc passa la tête par la porte. Le café est prêt et la réunion du comité des subventions commence dans 15 minutes. Aussi, avez-vous vu les dernières projections budgétaires? Olivia ouvrit le tableur qu'elle avait évité. Les chiffres ne s'étaient pas magiquement améliorés pendant la nuit. Leurs programmes les plus cruciaux étaient gravement sous-financés, et 3 nouvelles initiatives communautaires
devrait être reporté indéfiniment. « Merci, Marc, dit-elle, essayant de garder une voix stable. « Pourrais-tu me donner quelques minutes ?» Une fois seule, elle ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit un petit album photo usé. Elle se permettait rarement de le regarder, mais aujourd'hui semblait différent. À l'intérieur, il y avait une seule image échographique, datée d'il y a 3 ans. Les coins étaient légèrement écornés à force d'être tenus, essayant de comprendre comment quelque chose de si précieux pouvait disparaître si soudainement. Son téléphone vibra, un message du numéro privé d'Alexandre Rousseau. « Réservation au pavillon Le Doyen, 13h. Une voiture viendra vous chercher à 12h30. » Olivia fronça les sourcils devant cette présomption, mais se trouva plus amusée qu'agacée. Elle tapa en réponse « J'ai mon propre moyen de transport, merci, à 13h. » La réponse fut immédiate, comme vous voulez. Elle pouvait presque entendre le ton sec dans ces 3 mots. L'homme n'était clairement pas habitué à ce que ses arrangements soient refusés. La matinée passa dans un brouillard de réunions et d'appels téléphoniques. À 12h45, Olivia se tenait devant le pavillon Le Doyen, lissant sa simple robe noire. Elle l'avait choisie délibérément, professionnelle, mais sans essayer d'impressionner. Un contraste frappant avec les costumes de pouvoir et les étiquettes de créateurs qui peuplaient généralement cet établissement. Alexandre était déjà là, bien sûr, assis à une table d'angle qui offrait à la fois de l'intimité et une vue sur le restaurant. Il se leva à son approche, ce même regard calculateur dans les yeux. « Docteur Chevalier », la salua-t-il, attendant qu'elle soit assise avant de reprendre sa propre place. « Je me suis permis de commander le menu dégustation. »« En fait, » interrompit Olivia, alors que le serveur s'approchait, « je prendrai le saumon, s'il vous plaît, et de l'eau gazeuse. » Le poisson. Sourcil d'Alexandre tressaillit légèrement. Un autre petit défi à son contrôle. Le serveur disparut et il sortit un épais dossier. « L'accord révisé incorporant vos conditions, dit-il, le faisant glisser sur la table. Mes avocats ont travaillé toute la nuit. » Olivia laissa le dossier intact. « Avant d'entrer dans tout, ça, j'ai quelques questions. »« Bien sûr. » Il joignit ses doigts, l'image parfaite de la patience. « Pourquoi moi, vraiment? Ne me ressortez pas le discours sur les gènes. Pourquoi choisir quelqu'un qui va clairement vous défier à chaque tournant ?» La question sembla le prendre au dépourvu. Il prit une gorgée d'eau, gagnant du temps. « Vous êtes différente des autres candidates que j'ai envisagées. Vous avez de la substance. Un but. Ce sont des qualités que je veux que mon héritier hérite. Avec votre acuité commerciale et votre motivation pour le succès, insista Olivia. Est-ce si terrible de vouloir le meilleur des 2 mondes pour son enfant? Non, admit-elle. Mais les enfants ne sont pas faits sur commande, monsieur Rousseau. Ils viennent avec leur propre personnalité, leurs propres rêves. Êtes-vous préparé à cela? À un enfant qui pourrait rejeter tout ce que vous avez construit? Quelque chose de sombre passa sur son visage. Je suis prêt à fournir tous les avantages, toutes les opportunités. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Olivia se pencha en avant. Et si votre héritier voulait être artiste, ou enseignant, ou voulait donner tout son héritage à une œuvre caritative, alors il ferait un choix, dit-il d'un ton raide, avec toutes les informations et l'éducation que je pourrais fournir. Leur nourriture arriva, créant une brève pause dans l'intensité de la conversation. Olivia prit quelques bouchées, observant Alexandre couper méthodiquement son steak en morceaux précis. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, » dit-elle finalement. « Il y a 3 ans, j'étais enceinte. » Elle le vit se figer au milieu de sa coupe. « J'ai perdu le bébé au 2e trimestre. Les médecins ont dit que c'était juste une de ces choses qui arrivent, mais... » Elle prit une respiration. « J'ai besoin que vous compreniez que ce n'est pas juste une transaction commerciale pour moi. C'est personnel, profondément personnel. » Alexandre posa son couteau et sa fourchette, son visage illisible. « Je suis désolé pour votre perte. Je ne veux pas de votre sympathie, » dit rapidement Olivia. « Je veux votre compréhension. Si nous faisons cela, vous ne pouvez pas me traiter comme une mère porteuse dans un arrangement commercial. Je suis une personne avec des sentiments, une histoire et des complications. Pouvez-vous gérer cela ?» Il resta silencieux pendant un long moment, plus longtemps qu'elle ne l'avait vu prendre pour répondre à une question. « Je ne suis pas doué avec les complications, » admit-il finalement. « Ma vie est ordonnée, structurée, ça fonctionne ainsi. Et pourtant vous voilà, proposant quelque chose qui n'apportera que des complications. »
Me voilà, convint-il, et pendant un moment, elle aperçut quelque chose de vulnérable dans son expression. Puis, ce fut parti, remplacé par sa certitude habituelle. Devons-nous examiner l'accord? Olivia tira finalement le dossier vers elle, l'ouvrant à la première page. En lisant, elle pouvait sentir le poids du regard d'Alexandre, pouvait le sentir essayer de lire ses réactions. Les termes étaient généreux, plus que généreux. Le financement pour son organisation à lui seul était stupéfiant. Mais c'étaient les exigences personnelles qui la firent hésiter. Examens médicaux hebdomadaires, restrictions alimentaires, programmes d'exercice, lut-elle à haute voix, rapports d'avancement réguliers, apparitions sociales programmées. Elle leva les yeux vers lui. Vous voulez vraiment contrôler tous les aspects de cela, n'est-ce pas? Je veux assurer le meilleur résultat possible, corrigea-t-il. Et ma condition concernant votre participation, comment prévoyez-vous de gérer cela? Il sortit de sa veste un petit agenda en cuir. J'ai déjà ajusté mon emploi du temps pour tenir compte des rendez-vous nécessaires. Mon assistante coordonnera avec la vôtre pour s'assurer... Non, coupa Olivia, pas votre assistante. Vous, c'était l'accord. Si vous voulez que ça marche, vous devez être présent. Vraiment présent. Leurs regards se croisèrent à travers la table, une bataille silencieuse de volonté. Finalement, Alexandre hocha la tête, si légèrement qu'elle faillit le manquer. Je m'occuperai personnellement de la planification. Olivia s'adossa, sa décision se cristallisant. J'aurai besoin de temps pour que mon avocat examine l'accord. Bien sûr, il atteignit l'addition qui était apparue discrètement à son coude. Disons 3 jours, 1 semaine, contra-t-elle. Ce n'est pas une décision à prendre à la hâte. Alors qu'il se levait pour partir, Alexandre hésita puis dit « Docteur Chevalier, Olivia, merci pour votre franchise aujourd'hui, c'est rafraîchissant. » Olivia sourit, son premier sourire sincère de la réunion. « Habituez-vous-y, monsieur Rousseau. Si nous faisons cela, vous aurez droit à 9 mois d'honnêteté sans filtre. » Elle aurait juré l'avoir vu réprimer un frisson alors qu'elle s'éloignait. 1 semaine plus tard, Alexandre faisait les 100 pas dans son bureau penthouse, le téléphone pressé contre son oreille. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, mais son attention était entièrement concentrée sur l'appel qui l'attendait toute la journée. Les termes sont acceptables. La voix d'Olivia résonna clairement, avec un dernier ajout. Alexandre arrêta de faire les 100 pas. Nous avons déjà révisé l'accord 3 fois. Ce n'est pas négociable. Il y avait de l'acier dans sa voix. Je veux une clause stipulant que si à un moment donné votre comportement ou vos décisions mettent en danger ma santé ou celle du bébé, j'ai seule autorité pour prendre des décisions médicales, indépendamment de tout autre terme du contrat. C'est... La mâchoire d'Alexandre se crispa. C'est une condition extrêmement large. Oui, elle l'est, et elle n'est pas négociable. Il se déplaça vers son bureau, s'affaissant dans le fauteuil en cuir avec une lourdeur inhabituelle. « Vous ne me faites pas confiance. Je ne fais confiance à personne avec ce genre de pouvoir sur mon corps, » corrigea Olivia. « Pas après la dernière fois. » Le silence s'étira entre eux, rempli de tension et de peur non dites. Finalement, Alexandre atteignit son ordinateur portable. « Je ferai ajouter la clause par les avocats. Nous pourrons signer demain. »« Pas d'avocat, » dit Olivia. « Juste nous. Votre bureau 9 heures. » Après qu'elle eut raccroché, Alexandre resta assis dans l'obscurité grandissante, regardant dans le vide. Il avait orchestré des transactions de plusieurs milliards d'euros avec moins d'anxiété que cet accord ne lui en causait. Pourquoi chaque interaction avec cette femme lui donnait-elle l'impression de perdre le contrôle? Le lendemain matin, Olivia arriva exactement à l'heure, vêtue d'un tailleur bleu profond, qui la faisait paraître à la fois professionnelle et rebelle. Elle portait sa propre copie de l'accord, abondamment annotée. « Bonjour, monsieur Rousseau. »« Alexandre ?» dit-il, soudainement. « Si nous faisons cela, vous devriez m'appeler Alexandre. » Quelque chose s'adoucit dans son expression. « Alexandre, alors ?» Ils s'assirent à la table de conférence dans son bureau, le soleil matinal filtrant à travers les fenêtres. La version finale de l'accord reposait entre eux, épaisse de possibilités et de promesses. « Avant que nous signions, dit Olivia, j'ai besoin de savoir quelque chose. » Elle le regarda directement dans les yeux. « Avez-vous peur ?» La question le prit au dépourvu. « Peur? De quoi ?»« De tout ça. De créer une nouvelle vie. D'être responsable de quelqu'un qui dépendra entièrement de vous. De vous ouvrir à
Des complications. Alexandre voulait rejeter la question, lui donner la réponse confiante qu'il donnerait dans n'importe quelle situation d'affaires, mais quelque chose dans son regard stable le fit hésiter. « Je ne fais pas dans la peur, » dit-il finalement. « Je fais dans la préparation, la planification, la gestion des risques. Ce n'est pas une réponse. » Il se leva brusquement, se déplaçant vers les fenêtres. « Que voulez-vous que je dise? Que je reste éveillé la nuit en me demandant si je fais une erreur, que je ne suis pas sûr de savoir être autre chose que ce que je suis? Je veux que vous soyez honnête, » dit doucement Olivia, « avec vous-même, si ce n'est avec moi. » Alexandre se retourna vers elle, son expression soigneusement contrôlée. « Je suis incertain, et je n'aime pas être incertain. Est-ce assez honnête pour vous? » Elle hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « C'est un début. » Ils revinrent à l'accord, et Olivia sortit un stylo. Pas un des stylos plumes coûteux de son bureau, mais son propre stylo à billes usé. Elle signa d'un geste flamboyant, puis poussa les papiers vers lui. Alors qu'Alexandre prenait le stylo, sa main hésita au-dessus de la ligne de signature. Pendant un moment, il vit sa vie se diviser en deux chemins distincts. L'un familier et contrôlé, l'autre complètement inconnu. « Vous pouvez encore reculer », offrit doucement Olivia. Au lieu de répondre, il signa. Le grattement du stylo sur le papier semblait incroyablement fort dans le bureau silencieux. « Eh bien, » dit Olivia, se levant, « je suppose que nous allons avoir un bébé. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, rendant tout soudainement étonnamment réel. Alexandre se sentit légèrement étourdi, bien qu'il ne l'admettrait jamais. « La clinique de fertilité nous attend la semaine prochaine, » dit-il, se rabattant sur des détails pratiques. « Mon assistante va... » Il s'arrêta aux sourcils levés d'Olivia. « Je veux dire, je vous enverrai moi-même les détails. » Bien rattrapé. Elle rassembla ses affaires, puis s'arrêta à la porte. « Oh, et Alexandre, j'espère que vous aimez les matins tôt. Les nausées matinales frappent généralement vers 6 heures. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie, le laissant avec la nette impression que son monde soigneusement ordonné était sur le point d'être bouleversé. Plus tard ce soir-là, Alexandre était assis dans son bureau à domicile, regardant une photo qu'il gardait enfermée dans son tiroir de bureau. Une jeune femme aux yeux bienveillants lui souriait. Sa mère, sur l'une des rares photos qu'il avait d'elle. Elle était partie quand il avait 6 ans, incapable de supporter la nature exigeante et les attentes rigides de son père. « Je ferai mieux », chuchota-t-il à la photo. « Je dois faire mieux. » Son téléphone vibra avec un message d'Olivia. « Premier rendez-vous, mardi 8 heures. Ne soyez pas en retard. Et ne portez pas de costume. Ils font des prises de sang lors de la première visite et les chemises de créateur ne se relèvent pas facilement. » Alexandre regarda sa tenue actuelle, un costume impeccablement taillé, et pour la première fois depuis des années, il rit réellement à haute voix. C'était un son rouillé, peu pratiqué, mais authentique. Cela se produisait vraiment. Et il n'avait absolument aucune idée de ce dans quoi il s'embarquait. La clinique de fertilité n'était rien de ce qu'Alexandre avait imaginé. Malgré son emplacement dans le 16e arrondissement et sa clientèle exclusive, elle semblait étonnamment humaine. La salle d'attente avait des chaises confortables au lieu de meubles modernes élégants, et les murs étaient décorés d'art abstrait aux couleurs apaisantes plutôt que des diagrammes médicaux standards auxquels il s'attendait. Olivia était déjà là quand il arriva, 7 minutes en avance. Elle leva les yeux de sa tablette, ses yeux s'élargissant légèrement à son apparence. « Vous l'avez vraiment fait », dit-elle, prenant en compte son jean foncé et son pull en cachemire. « Je pensais sûrement que vous arriveriez en Tom Ford. »« Je sais suivre les instructions, » répondit-il, s'installant dans le siège à côté d'elle, « quand elles ont du sens. Notez. » Elle retourna à sa tablette, mais il attrapa l'ombre d'un sourire. Une infirmière les appela, les conduisant à travers les couloirs jusqu'à une salle de consultation. Dr Sarah Martinez, la directrice de la clinique, les accueillit avec un professionnalisme chaleureux. « Monsieur Rousseau, docteur Chevalier, bienvenue. J'ai examiné vos dossiers, et je dois dire que c'est l'un des arrangements les plus uniques que j'ai rencontrés. » Alexandre se redressa dans sa chaise. « Est-ce que cela va poser problème ?»« Pas du tout, » les rassura Dr Martinez. « Mais je veux m'assurer que vous comprenez tous les deux ce à quoi vous vous engagez. Ce processus peut être émotionnellement difficile dans les meilleures circonstances. Votre situation ajoute des complexités supplémentaires.
Nous sommes conscients des défis, dit Alexandre avec assurance. L'êtes-vous? Le regard du docteur Martinez était pénétrant. Monsieur Rousseau, vous devrez être présent pour de nombreux rendez-vous, procédures et tests. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer ou gérer à distance. C'est une partie de notre accord, intervint Olivia. Participation complète. Le médecin hocha la tête avec approbation. Bien. Maintenant, parlons des aspects médicaux. Docteur Chevalier, je comprends, d'après vos dossiers, que vous avez vécu une perte de grossesse il y a 3 ans. Alexandre observa les mains d'Olivia se resserrer sur les accoudoirs, mais sa voix resta ferme. Oui, 2e trimestre. Nous voudrons vous surveiller très attentivement cette fois. Cela signifie des rendez-vous plus fréquents, des dépistages supplémentaires. Tout ce qu'il faut, interrompit Alexandre. Le coût n'est pas un problème. Les 2 femmes se tournèrent pour le regarder et il se sentit soudainement conscient de lui-même. Je veux dire simplement, nous devrions prendre toutes les précautions. Dr Martinez procéda à décrire le processus qui les attendait. Médicaments, procédures, calendrier, risques. Alexandre prit des notes sur son téléphone, l'abordant comme n'importe quel autre projet. Mais quand l'infirmière entra pour faire une prise de sang, il se trouva étrangement affecté par la vue d'Olivia remontant sa manche, exposant un petit tatouage de papillon sur son bras intérieur. « Un rappel, dit-elle, captant son regard. Que de belles choses peuvent émerger de l'obscurité. » La simple poésie de cela le prit au dépourvu. Avant qu'il ne puisse répondre, l'infirmière se tournait vers lui. « À votre tour, monsieur Rousseau. » Alors qu'il remontait sa propre manche, Olivia se pencha en avant. « Pas fan des aiguilles. Je vais bien, dit-il peut-être trop rapidement. En vérité, il les détestait, mais il préférerait signer toute sa fortune plutôt que de l'admettre. « C'est normal de ne pas aller bien parfois, dit-elle doucement. Puis ajouta avec un sourire, « Je promets de ne pas le dire à votre conseil d'administration. » Le reste du rendez-vous passa dans un flou de calendrier, d'instructions et d'ordonnances. Au moment où ils émergèrent dans la lumière vive du matin, la tête d'Alexandre tournait avec les informations. « Un café ?» suggéra Olivia. « Il y a un endroit au coin qui fait du vrai café, pas ce truc prétentieux que vous buvez probablement. » Il devrait dire non. Il avait des réunions, des appels, un empire à diriger. Au lieu de cela, il s'entendit dire « montrer le chemin ». Le café était minuscule, avec des meubles dépareillés et de l'art local sur les murs. Olivia commanda quelque chose de compliqué avec du lait d'avoine. Alexandre demanda un café noir. « Bien sûr que vous l'avez fait », marmonna-t-elle, mais ses yeux étaient amusés. Ils trouvèrent une table tranquille dans un coin et pendant un moment, aucun ne parla. La réalité du matin s'installait autour d'eux comme une lourde couverture. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit finalement Olivia. Alexandre se tendit mais hocha la tête. « Pourquoi voulez-vous vraiment cela? Et ne me ressortez pas le discours sur l'héritier. La vérité. » Il fixa son café, regardant la lumière jouer sur sa surface. « Mon père, » commença-t-il puis s'arrêta. Recommença. « Mon père croyait que l'héritage était tout. Le nom de famille, l'entreprise familiale, rien d'autre n'importait. Pas le bonheur, pas les relations, pas l'amour. » Le dernier mot semblait étranger, sur sa langue. « Et vous ?» encouragea doucement Olivia. « Je pensais être d'accord avec lui, construire l'empire plus grand, mieux, laisser une marque sur le monde par le succès et les réalisations. Mais dernièrement, il s'interrompit, surpris par sa propre honnêteté. Dernièrement, ce n'est plus suffisant. Dernièrement, ça semble vide, admit-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. Il tendit immédiatement la main vers son téléphone, un mécanisme de défense réflexe. Mais Olivia tendit la main à travers la table, posant sa main sur l'écran. Son contact était chaud, humain, étonnamment réel. « Merci, dit-elle simplement. Pourquoi? Pour être honnête, pour être humain. » Alexandre retira sa main mal à l'aise avec ce moment de vulnérabilité. « Nous devrions y aller. J'ai une réunion du conseil à 11 heures. » Olivia se rassit, lui permettant sa retraite. Bien sûr, on ne peut pas faire attendre l'Empire. Mais son ton était doux, presque compréhensif. Alors qu'il se préparait à se séparer devant le café, Olivia se tourna vers lui. « Prochain rendez-vous jeudi. Essayez de porter quelque chose qui ne coûte pas plus que mon loyer mensuel. » « Ce jean coûte plus que votre loyer mensuel, fit-il remarquer. « Bien sûr que oui. » Elle secoua la tête en souriant. « Petit à petit, Alexandre,
Petit à petit, il la regarda s'éloigner, sa confiance évidente dans chaque foulée. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'elle avait payé son café. Probablement la première fois depuis des décennies que quelqu'un d'autre avait réglé sa note. Étrangement, cela ne le dérangeait pas du tout. 3 mois après le début de leur arrangement, Alexandre était assis dans son bureau, examinant les rapports trimestriels lorsque son téléphone explosa de notifications. Son directeur des relations publiques l'appelait, ainsi que ce qui semblait être tous les médias de Paris. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, son assistante fit irruption dans le bureau, quelque chose qu'elle n'avait pas fait. En 5 ans d'emploi. « Monsieur Rousseau, vous devez voir ça. » Elle lui tendit sa tablette ouverte sur le site web du Figaro. Son estomac se noua en lisant le titre « Le marché du bébé du milliardaire ». Le magnate de la technologie Alexandre Rousseau passe un contrat avec une mère porteuse dans un accord controversé. L'article incluait des détails divulgués de leur contrat, ainsi que des spéculations peu flatteuses sur les motivations des deux parties. Pire encore, ils avaient d'une manière ou d'une autre obtenu des photos de lui et Olivia quittant ensemble la clinique de fertilité. « Appelez mes avocats », ordonna-t-il, composant déjà le numéro d'Olivia. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Son prochain appel fut pour Marc, son assistant. « Elle est en réunion de sensibilisation communautaire », dit Marc, sa voix tendue d'inquiétude. « Les journalistes se rassemblent déjà devant notre bâtiment. » Alexandre était en mouvement avant même d'avoir terminé l'appel, attrapant son manteau. « Annulez tout », dit-il à son assistante, et préparez la voiture. Le trajet jusqu'au bureau de l'Alliance communautaire urbaine sembla durer une éternité dans la circulation de midi. Alexandre passa son temps à répondre aux appels de son équipe juridique et à regarder avec une colère croissante l'histoire se répandre sur les réseaux sociaux. Les commentaires étaient virulents, attaquant à la fois lui et Olivia sous tous les angles. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la scène devant le bâtiment de l'ACU était chaotique. Des journalistes encombraient le trottoir, les caméras flashant. L'équipe de sécurité d'Alexandre dut physiquement dégager un chemin jusqu'à l'entrée. Il trouva Olivia dans son bureau, debout à la fenêtre, le dos tourné à la porte. La pièce était sombre à l'exception des flashs durs des caméras venant d'en bas. « Vous ne devriez pas être ici », dit-elle sans se retourner. « Ça ne fera qu'alimenter la frénésie médiatique. » Au diable les médias. Il ferma la porte derrière lui. « Vous allez bien ?» Elle se tourna enfin pour lui faire face, et il fut frappé par la tension dans son expression. « Oh, je vais merveilleusement bien. La réputation de mon organisation est traînée dans la boue, nos bienfaiteurs appellent pour exprimer leur inquiétude, et Twitter a décidé que je suis soit une croqueuse de diamants, soit une victime de l'exploitation capitaliste. À vous de choisir. »« Nous allons gérer cela, » dit Alexandre, retombant sur ses instincts de gestion de crise. « Mon équipe de relations publiques peut... » « Votre équipe de relations publiques. » Olivia rit, mais il n'y avait aucun humour dedans. La même équipe, qui est probablement déjà en train de rédiger une déclaration pour vous distancer de ce désordre, pour protéger votre précieuse image d'entreprise. Ce n'est pas juste. Je suis ici, non. L'êtes-vous? Ou essayez-vous simplement de contenir une autre crise d'entreprise? Les mots le frappèrent comme un coup physique. Il s'approcha, luttant pour trouver les bons mots. « Olivia, Ne le faites pas. » Elle leva une main. « Juste. Ne le faites pas. J'ai besoin de réfléchir. » Elle s'effondra dans sa chaise, une main se posant inconsciemment sur son ventre encore plat. Le geste fit se tordre quelque chose dans la poitrine d'Alexandre. « Nous savions qu'il y avait des risques, » dit-il, doucement. L'accord incluait des dispositions pour la divulgation publique. « Il ne s'agit pas de l'accord. » La voix d'Olivia s'éleva. Il s'agit de vraies personnes, les familles que nous aidons, les communautés que nous soutenons. Avez-vous la moindre idée de comment cela pourrait affecter notre travail? Avant qu'il ne puisse répondre, son ordinateur sonna avec un email entrant. Elle le lut, son visage pâlissant. Qu'est-ce que c'est? La Fondation Thomson retire son financement. Ils estiment que nous avons compromis notre intégrité organisationnelle. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants de larmes. Non versés. Cela allait financer notre nouveau centre pour la jeunesse. Alexandre bougea sans réfléchir, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Je remplacerai le financement. Je le doublerai. »« Vous ne comprenez pas, » » dit-elle doucement. « Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de confiance. » «
Ces communautés ont été exploitées, marchandisées, transformées en opportunités de relations publiques par des gens comme... Elle s'arrêta, mais il entendit les mots non dits. Des gens comme vous. Le silence s'étira, entre eux, lourd d'implications. Finalement, Olivia parla à nouveau, sa voix ferme malgré son évidente fatigue. « J'ai besoin que vous partiez. Olivia, s'il vous plaît, j'ai besoin d'espace pour réfléchir, pour déterminer comment protéger mon organisation de ce désordre. » Il voulait argumenter, lui dire qu'ils devraient affronter cela ensemble. Au lieu de cela, il se surprit à demander « Le rendez-vous de demain, j'y serai. » Elle se retourna vers son ordinateur, le congédiant effectivement. « Je tiens mes promesses, Alexandre. » Il s'arrêta à la porte. « Moi aussi. » De retour dans sa voiture, Alexandre fixa le cirque médiatique qui se rassemblait, encore devant le bâtiment. Son téléphone vibra avec un autre appel de son équipe de relations publiques, voulant probablement revoir les stratégies de contrôle des dégâts. Au lieu de répondre, il appela son assistante. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur la Fondation Thomson, leurs membres du conseil d'administration, leurs investissements, leurs vulnérabilités, et contactez mon enquêteur privé. Je veux savoir qui a divulgué ce contrat, et je veux le savoir hier. » « Oui, monsieur Rousseau, et la déclaration que nous avons préparée ?» Alexandre regarda un autre flash de caméra illuminer la fenêtre du bureau d'Olivia. « Oubliez-la, nous ne nous distançons de rien. Monsieur, le conseil n'aimera pas cette approche. Le conseil n'a pas à l'aimer. » Sa voix se durcit de détermination. « Et libérez mon agenda pour la semaine prochaine. Tout. Même la fusion de Singapour. Surtout ça. Certaines choses sont plus importantes que les affaires. » Il termina l'appel, surpris de la justesse de ses mots. Pour la première fois de sa carrière, Alexandre Rousseau était sur le point de risquer son image soigneusement cultivée pour quelque chose, quelqu'un d'autre. Et étrangement, il n'avait pas peur du tout. Le lendemain matin, Alexandre arriva à la clinique 30 minutes en avance, s'attendant à moitié à ce qu'Olivia ne se montre pas. Il avait passé une nuit blanche à regarder le scandale grandir, son équipe travaillant sans relâche pour identifier la source de la fuite. Les journaux du matin étaient encore pires que la couverture de la veille. À sa surprise, Olivia était déjà là, vêtue de son élégance pratique habituelle, bien que les ombres sous ses yeux suggéraient qu'elle avait aussi peu dormi que lui. « Vous avez l'air terrible », dit-elle en guise de salutation. « Vous devriez voir l'autre gars. » La tentative d'humour tomba à plat. Olivia, à propos d'hier, pas ici. Elle fit un signe de tête vers les autres patients dans la salle d'attente, dont certains leur jetaient déjà des regards furtifs. L'infirmière les appela, les conduisant dans une salle d'examen. Le docteur Martinez entra quelques instants plus tard, son comportement professionnel teinté d'inquiétude. « J'ai vu les nouvelles », dit-elle sans préambule. « Comment tenez-vous le coup tous les deux ?»« Nous allons bien », dirent-ils à l'unisson, puis échangèrent un regard surpris. « Eh bien, c'est convaincant. » Le docteur Martinez sourit. « Vérifions. Comment va quelqu'un qui est bien heureusement ignorant des scandales médiatiques, d'accord ?» Alors qu'elle installait l'équipement d'échographie, Alexandre se retrouva à se rapprocher de la table d'examen où Olivia était allongée. Sans réfléchir, il offrit sa main alors qu'elle ajustait sa position. Elle hésita un moment avant de la prendre. « Ce sera un peu froid », avertit le docteur Martinez, appliquant le gel. La pièce se remplit d'un son rapide et tourbillonnant, le battement de cœur du bébé, fort et régulier. Alexandre sentit la main d'Olivia se resserrer dans la sienne. Sur l'écran, une petite forme se mit au point, plus définie que lors de leurs précédentes échographies. Il pouvait distinguer la courbe d'une colonne vertébrale, l'arche délicate des doigts. « Tout a l'air parfait », les rassura le docteur Martinez. « Voulez-vous connaître le sexe ?» Il n'en avait pas discuté. Alexandre regarda Olivia qui hocha légèrement la tête. « C'est une fille », annonça le médecin. « Une fille. » Alexandre sentit le monde basculer légèrement sur son axe. Il s'était tellement concentré sur le concept abstrait d'un héritier qu'il n'avait pas vraiment considéré. « Elle est magnifique », murmura Olivia, et il fut surpris de voir des larmes dans ses yeux. « Je vais vous laisser un moment », dit le docteur Martinez avec tact, se glissant hors de la pièce. Ni l'un ni l'autre ne parla pendant une longue minute, regardant leur fille bouger sur l'écran. Finalement, Olivia rompit le silence. « J'ai reçu un autre appel ce matin. La ville reconsidère notre contrat pour le programme de sécurité alimentaire. » La mâchoire d'Alexandre se crispa. « À cause du scandale ?»
Ils sont préoccupés par la controverse, peu importe que nous gérions le programme avec succès depuis 3 ans. Elle retira sa main de la sienne, essuyant le gel d'échographie de son ventre. J'ai travaillé si dur pour construire quelque chose de significatif, pour aider des gens qui en ont vraiment besoin. Et maintenant, et si nous pouvions renverser la situation, dit soudainement Alexandre. Elle le regarda avec scepticisme. Comment? En y jetant de l'argent? Non, enfin oui, en partie, mais pas comme vous le pensez. Il commença à faire les 100 pas dans la petite pièce, l'énergie irradiant de lui. Et si, au lieu de nous cacher de cette histoire, nous la contrôlions, en faisant en sorte qu'elle concerne quelque chose de plus grand que nous? Je vous écoute. La mission de votre organisation est d'aider les communautés marginalisées, n'est-ce pas? De donner aux gens des opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas autrement. Oui. Et l'un des plus grands obstacles à ces opportunités est l'accès aux soins de santé, y compris les soins reproductifs. La compréhension commença à se dessiner dans les yeux d'Olivia. Continuez. Et si nous utilisions cette attention pour lancer une nouvelle initiative? Une fondation spécifiquement axée sur la planification familiale et l'accès aux soins de santé reproductive. Nous pourrions nous associer à des cliniques comme celle-ci, créer des programmes de bourse pour les étudiants en médecine issus de communautés défavorisées. Vous êtes sérieux à ce sujet? Complètement. Il s'arrêta de faire les 100 pas lui faisant face directement. Vous aviez raison hier, ce n'est plus seulement à propos de nous. Alors faisons en sorte que cela signifie quelque chose. Olivia l'étudia pendant un long moment. Votre conseil d'administration n'aimera pas ça. Vos investisseurs n'aimeront pas ça. Cela pourrait affecter vos cours boursiers. Laissez-moi m'inquiéter de cela. Pourquoi? Elle se leva, se rapprochant de lui. Pourquoi risqueriez-vous votre image soigneusement construite pour cela? Alexandre jeta un coup d'œil à l'écran d'échographie où l'image de leur fille était toujours figée. Parce que certaines choses sont plus importantes que l'image. Vous m'avez appris cela. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, il y eut un coup à la porte. Le docteur Martinez revint, portant un dossier de vitamines prénatales et d'instructions de soins. Mais avant qu'elle ne puisse commencer son exposé habituel, le téléphone d'Alexandre vibra avec un message urgent. Son visage s'assombrit en le lisant. Ils ont trouvé qui a divulgué le contrat. C'était Dupont. De votre conseil d'administration? Demanda Olivia. Il achetait tranquillement des actions, se positionnant pour une prise de contrôle hostile. Il pensait que le scandale affaiblirait ma position. Le rire d'Alexandre était froid. Il ne me connaît manifestement pas très bien. Qu'allez-vous faire? Il la regarda, puis regarda à nouveau l'image de l'échographie. Je vais faire ce que j'aurais dû faire hier, riposter. Mais j'ai besoin de votre aide. Mon aide? Oui, parce que vous aviez aussi raison sur autre chose. Il ne s'agit pas d'argent ou de contrôle des dégâts. Il s'agit de confiance. Et si nous voulons la reconstruire, nous devons le faire ensemble. Olivia resta silencieuse un moment, puis un lent sourire se répandit sur son visage. J'aurais peut-être une idée à ce sujet, mais vous n'allez pas aimer ça. Essayez toujours. Que pensez-vous des réunions publiques communautaires? Parce qu'il y en a une ce soir au centre, et je pense qu'il est temps que le vrai Alexandre Rousseau rencontre les gens avec qui sa fille va partager cette ville. Il ressentit un frisson de panique à cette pensée. Les interactions non scénarisées avec le public n'étaient définitivement pas son point fort. Mais en regardant l'expression déterminée d'Olivia, il savait que c'était un test, pas de son acuité commerciale ou de ses compétences en gestion de crise, mais de quelque chose de bien plus important. À quelle heure devrais-je être là? Son sourire s'élargit. Habillez-vous décontracté, vraiment décontracté. Et, Alexandre, laissez votre équipe de sécurité à la maison. La confiance fonctionne dans les deux sens. Alors qu'ils quittèrent la clinique, se glissant par une sortie de secours pour éviter les photographes qui attendaient, Alexandre réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé entre eux. Ils n'étaient de plus seulement deux personnes liées par un contrat. Ils étaient partenaires dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et d'une certaine manière, cela semblait plus précieux que n'importe quelle affaire qu'il ait jamais conclue. Le centre communautaire était bondé lorsqu'Alexandre arriva ce soir-là. Il avait suivi les instructions d'Olivia, portant un jean et une simple chemise boutonnée, bien qu'il n'ait pas pu se résoudre à porter autre chose que ses chaussures en cuir italien. En approchant de l'entrée, il remarqua que l'absence de son équipe de sécurité habituelle
le faisait se sentir étrangement exposé. À l'intérieur, les lumières fluorescentes et le sol en linoléum étaient bien loin de ces environnements habituels. Les murs étaient couverts de dessins d'enfants et d'annonces communautaires. Une bannière peinte à la main proclamait « Réunion mensuelle de la ville, tous bienvenus ». Il repéra Olivia à l'avant de la salle, plongée dans une conversation avec une femme âgée. Elle portait une robe fluide qui ne cherchait pas à cacher ses courbes, et son visage était animé alors qu'elle écoutait l'histoire que la femme partageait. Quelque chose se serra dans sa poitrine à cette vue. « Alors c'est vous le milliardaire », dit une voix derrière lui. Il se retourna pour trouver une adolescente qui l'étudiait d'un œil critique. « Vous n'avez pas l'air si riche que ça. Merci ?» Alexandre ne savait pas trop comment répondre à cela. « Jasmine », appela Olivia, les ayant repérés. « Je vois que tu as rencontré Alexandre. »« Ouais, mais il est un peu maladroit, » dit franchement la fille. « Vous êtes sûr que c'est avec lui que vous allez avoir un bébé ?» Alexandre s'étrangla légèrement, mais Olivia se contenta de rire. « Jasmine est l'une des leaders de notre programme pour la jeunesse, » expliqua-t-elle. « Elle ne croit pas. À l'édulcoration. »« Manifestement, » réussit à dire Alexandre. « La réunion va commencer, » annonça Jasmine. « Vous feriez mieux de ne pas tout gâcher. Madame Chevalier est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cet endroit. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, elle disparut dans la foule. Olivia apparut à ses côtés, ses yeux pétillants. « Vous amusez-vous déjà ? Est-ce que tout le monde ici va être aussi direct que Jasmine ? » ?»« Oh non, » dit doucement Olivia. « Certains sont beaucoup plus directs. » La réunion commença par des mises à jour communautaires, efforts de collecte de fonds pour une nouvelle aire de jeu, préoccupations concernant les projets de développement local, célébration des récents diplômés de leur programme de formation professionnelle. Alexandre se trouva absorbé par les histoires malgré lui, voyant l'impact réel du travail que l'organisation d'Olivia accomplissait. Puis vint le moment qu'il redoutait. Olivia se leva pour aborder l'éléphant dans la pièce. « La plupart d'entre vous ont probablement vu les nouvelles, » commença-t-elle. « Et je sais que vous avez des questions. Oui, Alexandre Rousseau et moi avons conclu un arrangement pour avoir un enfant ensemble. Oui, c'est peu conventionnel, mais après tout, quand est-ce que cette communauté a déjà fait les choses de manière conventionnelle ?» Un murmure d'approbation parcourut la foule. Alexandre s'émerveilla de la façon dont elle pouvait transformer une potentielle controverse en un point de connexion. « Monsieur Rousseau est ici ce soir parce qu'il veut mieux comprendre notre communauté. Et parce que, comme nous tous, il sait que le vrai changement commence par se présenter et écouter. » Elle lui fit signe de la rejoindre à l'avant. Alors qu'il se levait, il sentit des dizaines d'yeux posés sur lui, le mesurant, jugeant s'il était digne de leur confiance. « Merci de m'accueillir », commença-t-il avec raideur, puis s'arrêta. Les discours d'entreprise pratiqués ne fonctionneraient pas ici. Il regarda Olivia, vit son léger hochement de tête encourageant et recommença. « Je ne suis pas doué pour ça, » admit-il. « Pour être authentique avec les gens, j'ai passé la majeure partie de ma vie à construire des murs, à créer de la distance. Cela semblait plus sûr ainsi. » Il fit une pause, surpris par sa propre honnêteté. Mais quelque chose qu'Olivia m'a dit récemment m'a fait réfléchir. Elle a dit que la confiance va dans les deux sens. Alors je suis ici pour écouter et pour apprendre, et peut-être pour comprendre ce qu'elle voit dans cette communauté qui l'a fait se battre si fort pour elle. Le silence qui suivit était assourdissant. Puis la femme âgée avec qui Olivia parlait plutôt prit la parole. « Eh bien, mon chéri, au moins vous êtes honnête sur le fait que vous êtes mauvais à ça, » dit-elle, provoquant des rires dans la foule. « Maintenant, à propos de ce financement pour le Centre pour la jeunesse. » Pendant les 2 heures suivantes, Alexandre écouta les membres de la communauté partager leurs histoires, leurs luttes et leurs rêves. Une mère célibataire travaillant 3 emplois pour envoyer son fils à l'université. Un ancien membre de gang dirigeant maintenant des programmes anti-violence. Un adolescent transgenre qui a trouvé acceptation et but dans leur programme de leadership pour les jeunes. À sa surprise, il ne voulait pas de sa pitié ou même juste de son argent. Il voulait son engagement, sa compréhension, son engagement pour un véritable changement. Alors que la réunion touchait à sa fin, Jasmine s'approcha de lui, à nouveau. « Vous ne vous en êtes pas trop mal sorti, » annonça-t-elle, « mais vous avez encore beaucoup à apprendre. »« Je sais, » dit-il sérieusement. « Tu penses que tu pourrais m'aider avec ça ?» Elle plissa les yeux, réfléchissant. « Peut-être, si vous êtes vraiment sérieux à ce sujet. »« Je le suis, »
Bien. Parce que Madame Chevalier va avoir votre bébé, ce qui signifie que ce bébé fera aussi partie de notre famille. Et ici, on veille sur la famille. » Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle négociation commerciale ne l'avait jamais fait. Famille. Quand était-ce la dernière fois qu'il avait même pensé à ce que cela signifiait vraiment? Plus tard, alors qu'il rangeait, Olivia le trouva en train de fixer le mur de photos communautaires. « Vous vous en sortez ?» demanda-t-elle. « Ils sont remarquables, » dit-il doucement. « Tous. La force, la résilience. Maintenant, vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas simplement laisser ce financement être retiré? Ce ne sont pas juste des programmes ou des statistiques. Ce sont des personnes, une famille. Jasmine a mentionné ça. » Il se tourna pour lui faire face. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit hier sur le fait que c'était plus grand que nous. Vous aviez raison. »« Je le suis généralement, » dit-elle, mais son sourire était doux. « Que suggérez-vous? Je veux faire plus que simplement remplacer le financement perdu. Je veux créer quelque chose de durable, quelque chose qui ne peut pas être menacé par des scandales ou des cours boursiers. Mais j'ai besoin de votre aide pour le faire correctement. Mon aide? Votre vision. Votre compréhension de ce dont ces communautés ont vraiment besoin. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste rare d'incertitude. « Je sais comment faire fonctionner l'argent. Vous savez comment le rendre important. » Olivia l'étudia pendant un long moment. « Vous êtes vraiment sérieux à ce sujet. » « Je le suis. Pour notre fille, si rien d'autre. Je veux qu'elle grandisse en comprenant ce qu'est la vraie valeur. Pas juste des chiffres sur un compte bancaire, mais... » Il fit un geste vers les photos. « Ceci, communauté, connexion, les choses que je n'ai jamais eues. » Quelque chose s'adoucit dans l'expression d'Olivia. Elle tendit la main et serra brièvement la sienne. « Alors nous avons du travail à faire. » Alors qu'il quittait le centre communautaire, Alexandre remarqua Jasmine ajoutant quelque chose au mur de photos. C'était une photo de la réunion. De ce soir, le montrant lui et Olivia debout ensemble à l'avant de la salle. En dessous, quelqu'un avait écrit « La famille prend toutes les formes ». Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, Alexandre Rousseau sentit qu'il était peut-être exactement là où il devait être. Le week-end suivant, Alexandre se retrouva dans une position improbable, assis, en tailleur sur le sol du modeste appartement d'Olivia, entouré de cartons. Quelqu'un qui change déjà, même s'il ne s'en rend pas compte. L'Alexandre Rousseau que j'ai rencontré il y a 3 mois ne serait pas assis sur mon sol en train de manger de la cuisine thaï et de partager des secrets de famille. Comme pour confirmer ses paroles, la sonnette retentit. Leur dîner arrivait, mais aucun d'eux ne bougea immédiatement. « J'ai encore peur, » admit-il, « d'échouer à cela, de devenir mon père. »« Bien, » dit Olivia, le surprenant. « La peur signifie que vous vous souciez. Cela signifie que vous êtes vivant. » Elle serra sa main. « Et vous n'êtes plus seul dans cette aventure. » Le moment fut interrompu par un mouvement flottant sous leurs mains jointes, reposant sur son ventre qui s'arrondissait. Leur fille faisant connaître sa présence. « Eh bien, » rit Olivia, essuyant des larmes qu'il n'avait pas remarqué tomber, « quelqu'un a faim. » Alors qu'ils installaient le dîner sur son petit comptoir de cuisine, Alexandre se surprit à étudier l'appartement d'Olivia avec un nouveau regard. Les murs étaient couverts de photos. Elle avec des membres de la communauté lors de rassemblements, entourée d'enfants de leur programme. Contrairement à son penthouse stérile, chaque coin témoignait d'une vie pleinement vécue, de « connexion, chérie ». « Quoi ?» demanda Olivia, captant son regard. « Je pensais juste, peut-être que nous pourrions faire une partie de la planification de la fondation ici, loin des environnements d'entreprise et des équipes de relations publiques. » Son sourire illumina la pièce. « Attention, monsieur Rousseau, les gens pourraient commencer à penser que vous devenez humain. » Serait-ce si terrible? Elle lui tendit un conteneur de pad thaï. « Non, » dit-elle doucement. « Ce ne serait pas terrible du tout. » Alexandre se tenait à la tête de la table de conférence dans la salle du conseil d'administration de son entreprise, faisant face au visage sévère des membres du conseil. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur l'acajou poli, mais l'atmosphère était tout sauf chaleureuse. « C'est sans précédent, » dit Dupont, sa voix dégoulinante de dédain à peine dissimulée. « Convertir 30% des avoirs de l'entreprise en un fonds caritatif ? Créer une fondation séparée avec un contrôle autonome. Les actionnaires vont se révolter. »
Les actionnaires, répondit calmement Alexandre, comprendront que la responsabilité sociale est une bonne affaire. Il passa à la diapositive suivante de sa présentation. Nos recherches de marché préliminaires montrent que les entreprises avec de solides programmes d'engagement communautaire surpassent constamment leurs pairs. Il ne s'agit pas de recherche de marché, intervint un autre membre du conseil. Il s'agit de cette femme. Elle influence clairement votre jugement. Alexandre sentit sa mâchoire se crisper, mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte de la salle du conseil s'ouvrit. Olivia entra, maintenant visiblement enceinte de 6 mois, portant une robe professionnelle qui ne cherchait pas à cacher son état. En fait, dit-elle s'avançant pour se tenir à côté d'Alexandre, il s'agit de l'avenir, à la fois de cette entreprise et des communautés dans lesquelles elle opère. Dupont commença à protester, mais Alexandre le coupa. Docteur Chevalier est ici à mon invitation, en tant que codirectrice proposée de la Fondation communautaire Rousseau-Chevalier. Rousseau-Chevalier, balbutia Dupont. Vous mettez son nom dessus? Oui, dit fermement Alexandre, parce que ce n'est pas un projet de vanité ou une déduction fiscale. Il s'agit de créer un changement réel et durable. Et il n'y a personne de mieux qualifié pour diriger ce changement. Olivia ouvrit sa tablette, projetant sa propre présentation sur l'écran. Laissez-moi vous montrer exactement à quoi ressemble ce changement. Pendant l'heure suivante, elle exposa leur vision, avec précision et passion. Des programmes de formation professionnelle qui créeraient une main-d'œuvre qualifiée pour les divisions techniques en expansion de Rousseau Industries. Des initiatives de santé communautaire qui réduiraient les coûts de santé et augmenteraient la productivité. Des partenariats éducatifs qui développeraient la prochaine génération d'innovateurs. Ce n'est pas de la charité, conclut-elle, c'est un investissement dans notre avenir commun. Elle lui avait demandé son aide pour organiser de vieux dossiers pour la fondation qu'il prévoyait, mais il soupçonnait qu'il y avait plus que cela. « Rappelez-moi encore pourquoi nous ne pouvions pas faire ça au bureau ?» demanda-t-il, triant une autre pile de papier. « Parce que certaines choses doivent être faites loin des environnements d'entreprise et des équipes de relations publiques, répondit Olivia de derrière une pile imposante de dossiers. Aussi j'ai commandé de la cuisine thaï. Vous savez que j'ai un chef personnel, n'est-ce pas? Oui, et je suis sûr qu'il fait une très élégante cuisine thaï qui ne ressemble en rien à de la vraie cuisine thaï. Elle émergea de derrière la pile, brandissant triomphalement un dossier. Je l'ai trouvé, le plan d'affaires original de l'ACU. Alors qu'elle s'avançait pour le lui remettre, elle trébucha légèrement sur une boîte. Alexandre tendit la main pour la stabiliser, sa main trouvant sa taille. Pendant un moment, ils restèrent figés ainsi, le contact envoyant un frisson inattendu à travers lui. Olivia se ressaisit la première, s'asseyant à côté de lui avec le dossier. « Regardez, ça, tout ce que nous rêvions de faire avant que les contraintes budgétaires et les considérations pratiques ne s'en mêlent. » Alexandre commença à lire, impressionné par l'ampleur et l'ambition des plans. « C'est complet. C'est votre façon polie de dire idéaliste, n'est-ce pas? Non, c'est ma façon de dire que j'aurais aimé voir ça il y a des années. Ces initiatives pourraient fonctionner, avec le bon soutien et la bonne structure. » Elle le regarda lire, une expression étrange sur le visage. « Puis-je vous montrer? Autre chose ?» Sans attendre de réponse, elle disparut dans sa chambre, revenant avec une petite boîte en bois. Elle la tint un moment comme si elle rassemblait son courage, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une collection d'images échographiques, de bracelets d'hôpital et un minuscule bonnet tricoté qui n'avait jamais été porté. Sa précédente grossesse, réalisa Alexandre, avec un pincement au cœur. Elle devait s'appeler Sophie, dit doucement Olivia. J'avais tout prévu, les couleurs de la chambre d'enfant, l'annonce de la naissance, tout. Elle sortit une des images échographiques. C'était la dernière photo que j'avais d'elle. Alexandre sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Sans réfléchir, il tendit la main vers la sienne. Cette fois, aucun d'eux ne se retira. « Je n'ai jamais montré ça à personne, » continua-t-elle. « Mais avec tout ce qui se passe, j'avais besoin que vous compreniez pourquoi ce n'est pas juste un arrangement pour moi, pourquoi je ne peux pas le traiter comme une transaction commerciale. »« Je comprends, » dit-il doucement. « Vraiment ? Parce que parfois je vous regarde et je vois quelqu'un tellement effrayé de ressentir quoi que ce soit qu'il a construit toute sa vie autour de l'évitement. » Les mots touchèrent inconfortablement près de la vérité.
Alexandre se retrouva à fixer l'image échographique, pensant à leur fille qui grandissait en ce moment à l'intérieur d'Olivia, pensant à toutes les émotions qu'il essayait si fort de garder à distance. « Ma mère est partie quand j'avais 6 ans, dit-il soudainement. Olivia resta très immobile à côté de lui. Mon père, il n'a jamais parlé d'elle. Il s'est juste jeté dans le travail, dans la construction, de l'entreprise. Il m'a appris que les émotions étaient une faiblesse, que le succès signifiait le contrôle. Il rit amèrement. J'avais 10 ans avant de réaliser que la plupart des enfants ne passaient pas leurs anniversaires à examiner des projections trimestrielles. Alexandre, quand il est décédé, j'ai trouvé ceci dans son bureau. Il sortit son portefeuille en retirant une photographie usée. C'est la seule photo d'elle que j'ai. Je n'arrête pas de penser à notre fille, me demandant si je suis capable d'être autre chose que ce qu'il a fait de moi. Olivia prit la photo, l'étudiant. « Elle a vos yeux, dit-elle doucement. Avez-vous déjà essayé de la retrouver ?» Une fois juste après l'université. Mais elle avait commencé une nouvelle famille, avait d'autres enfants. Je ne voulais pas perturber sa vie. Vous voulez dire que vous aviez peur d'être rejeté ? À nouveau. Il la regarda brusquement, mais il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de la compréhension. « Vous savez ce que je vois quand je vous regarde ?» demanda-t-elle. « Oui, cela inclut vos marges bénéficiaires. » Les membres du conseil s'agitèrent inconfortablement, mais Alexandre pouvait voir les calculs se faire derrière leurs yeux. Finalement, la responsable du comité des finances prit la parole. « Les chiffres sont convaincants, » admit-elle. « Mais le timing avec toute la publicité récente, la publicité est exactement la raison pour laquelle cela doit se produire maintenant, » dit Alexandre. Il se déplaça vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. J'ai construit cette entreprise en croyant que le succès se mesurait uniquement en dollars et en centimes. J'avais tort. Il se retourna pour faire face au conseil. Ma fille héritera un jour de cette entreprise. Quand elle le fera, je veux qu'elle hérite de plus que de la simple richesse. Je veux qu'elle hérite d'un but. Un lourd silence tomba sur la pièce. Alexandre pouvait sentir le poids de 2 décennies d'attente peser sur lui. Mais pour la première fois de sa carrière, il se fichait de répondre à ses attentes. « Cela va se produire, dit-il tranquillement. Avec ou sans votre soutien, les documents du fonds ont déjà été rédigés. Je ne demande pas la permission. J'étends une invitation à faire partie de quelque chose de plus grand que les bénéfices trimestriels. » Dupont se leva brusquement. « C'est ridicule. Je propose une réunion d'urgence des actionnaires pour discuter d'un vote de défiance. Asseyez-vous, Jacques. » L'ordre sec vint d'Eleanor Walsh, la membre du conseil la plus ancienne. Elle était restée silencieuse tout au long de la présentation, mais maintenant elle fixa Dupont d'un regard d'acier. « Quand le père d'Alexandre m'a fait entrer dans ce conseil il y a 30 ans, dit-elle, il m'a dit de toujours guetter le moment où son fils deviendrait plus qu'un simple bonhomme d'affaires. » Elle sourit légèrement. « Je crois que nous assistons à ce moment. » Elle se tourna vers Alexandre et Olivia. « La fondation a mon soutien et ma contribution personnelle, si vous l'acceptez. » Un par un, d'autres membres du conseil commencèrent à hocher la tête. Dupont regarda autour de lui avec incrédulité, puis saisit ses papiers et sortit en trombe de la pièce. « Il va essayer de combattre cela, » murmura Olivia. « Qu'il essaie, » répondit Alexandre, tout aussi doucement. « Certaine. Chose valant la peine qu'on se batte pour elle. » Alors que les membres du conseil sortaient, Éléonore s'attarda. Elle s'approcha d'Olivia avec un sourire chaleureux. « Ma chère, dit-elle, j'ai connu la mère d'Alexandre. Elle vous aurait adoré. » Elle tapota la joue d'Alexandre. « Et elle aurait été si fière de l'homme que vous devenez. » Après son départ, Olivia se tourna vers Alexandre. « Vous allez bien ?» Il réalisa que ses mains tremblaient légèrement. « Je n'ai jamais affronté le conseil comme ça auparavant. Jamais risqué tout sur quelque chose qui n'était pas un pari sûr. Et comment ça fait ?» Il la regarda vraiment, prenant conscience de la force et de la compassion qui étaient, d'une manière ou d'une autre, devenues essentielles à son monde. « Ça semble juste ?» Olivia sourit, puis grimaça légèrement, sa main allant à son ventre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Alexandre, instantanément alerte. « Rien ne va mal. Elle est juste très active aujourd'hui. Tenez. » Elle prit sa main, la plaçant là où leur fille donnait des coups de pied. Je pense qu'elle célèbre le premier acte de rébellion d'entreprise de son père. La sensation de sa fille bougeant sous sa paume le submergea d'émotions qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Joie, peur,
Espoir? Peut-être tout cela? À la fois. Merci, dit-il doucement. Pourquoi? Pour m'avoir montré à quoi ressemble la vraie force. Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes. Maudites hormones de grossesse, marmonna-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Alexandre vibra avec un message urgent. Son visage s'assombrit en le lisant. Dupont convoque une conférence de presse d'urgence. Il va essayer de présenter cela comme une prise de contrôle de l'entreprise. Alors nous ferions mieux de leur donner une histoire différente à raconter, dit Olivia, son expression déterminée. Une histoire de transformation, d'espoir et du pouvoir de choisir d'être meilleur que nous ne l'étions hier. Alexandre acquiesça, se sentant étrangement calme malgré la tempête à venir. Ensemble? Ensemble, accepta-t-elle. Toujours. Le cirque médiatique qui suivit la réunion du conseil d'administration fut intense, mais pas de la manière dont Dupont l'avait espéré. Au lieu d'un scandale d'entreprise, la presse s'empara d'un récit différent, la transformation. D'Alexandre Rousseau, passant d'homme d'affaires au cœur froid à défenseur passionné du changement social. Les photos de lui et Olivia quittant ensemble la salle du conseil, sa main posée de manière protectrice dans son dos, devinrent virales pour toutes les bonnes raisons. Une semaine plus tard, Alexandre se retrouva de nouveau dans l'appartement d'Olivia, cette fois-ci pour l'aider à trier un autre type d'histoire. Elle avait décidé qu'il était temps de préparer la chambre d'amis pour la future chambre d'enfants, ce qui signifiait affronter les cartons qu'elle avait emballés 3 ans auparavant. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça maintenant, » dit-il doucement, la regardant fixer le carton non ouvert étiqueté « Affaire de bébé ». « Si, je le dois. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai gardé ce chagrin comme un bouclier. Mais notre fille mérite un nouveau départ, pas une pièce pleine de fantômes. » Ensemble, ils commencèrent à déballer. Chaque objet racontait une histoire. De minuscules vêtements choisis avec tant d'espoir, des livres qui n'avaient jamais été lus, un mobile d'étoiles et de lune encore dans son emballage. Olivia partageait des souvenirs au fur et à mesure qu'il travaillait, sa voix se renforçant à chaque fois. « J'avais l'habitude de lui chanter, dit-elle, tenant une petite boîte à musique. Chaque soir, même si je chante terriblement, faux. J'avais tous ses plans, ses rêves. Parlez-moi, encouragea doucement Alexandre. J'allais lui apprendre à être courageuse, à défendre ce qui est juste, à voir la beauté chez les gens que les autres négligeant. Elle rit avec émotion. J'avais tout un avenir planifié, et puis la vie en a décidé autrement, finit-il, pensant à ses propres futurs soigneusement planifiés qui avaient mal tourné. Olivia acquiesça, puis sortit autre chose du carton, un journal relié en cuir. Je lui écrivais des lettres, des choses que je voulais qu'elle sache, la sagesse que j'espérais lui transmettre. Elle passa ses doigts sur la couverture. Je ne l'ai pas ouvert depuis... Soudain, plusieurs papiers tombèrent d'entre les pages du journal. Alexandre se pencha pour les ramasser, se figeant quand il vit ce qu'ils étaient. « Ce sont des documents. De Rousseau Industries, dit-il confus. D'il y a 20 ans. » Olivia les prit tout aussi perplexe. « Ils ont dû se mélanger quand je faisais des recherches sur votre entreprise pour une étude d'impact communautaire. » Elle commença à lire, puis haleta doucement. « Alexandre, il s'agit de votre mère. » Son cœur s'arrêta. « Quoi? Ce sont des mémos internes, de l'époque où elle est partie. Votre père, il ne l'a pas simplement laissée partir, il l'a menacée, a dit qu'il lui prendrait tout si elle essayait de se battre pour la garde. » La voix d'Olivia tremblait de colère. « Il a utilisé les ressources de l'entreprise pour la suivre, pour s'assurer qu'elle reste à l'écart. » Alexandre s'effondra sur le sol, le monde tournant légèrement. « Elle voulait m'emmener avec elle? D'après ces documents, elle s'est battue pendant des mois pour vous voir. Les avocats de votre père l'ont noyée sous la paperasse, ont menacé de révéler des choses qui auraient ruiné sa nouvelle vie. » Olivia toucha doucement son bras. « Elle ne vous a pas abandonné, Alexandre. Elle a été forcée de s'éloigner. » La révélation le frappa comme un coup physique. Toutes ces années, il avait cru. Son père lui avait dit qu'elle était partie, parce qu'elle ne voulait pas de la responsabilité, qu'elle avait choisi sa liberté plutôt que sa famille. Il avait construit toute sa vie autour de cette croyance, déterminé à ne jamais être si faible, si émotionnel. « Il y a plus, » dit doucement Olivia, sortant un autre document. « Elle a essayé de reprendre contact quand vous étiez à l'université.
C'est ce qui a déclenché les problèmes cardiaques de votre père, le stress de garder la vérité cachée. Alexandre se leva brusquement, se déplaçant vers la fenêtre. Les lumières de la ville se brouillèrent devant ses yeux. Pourquoi n'a-t-elle pas essayé plus fort? Pourquoi n'a-t-elle pas trouvé un autre moyen? Parfois, dit Olivia, venant se tenir à côté de lui, protéger quelqu'un signifie rester à l'écart. Surtout quand on est face à quelqu'un avec des ressources illimitées et aucun scrupule à les utiliser. Il se tourna vers elle, voyant la compréhension dans ses yeux. Comme Dupont essaie de vous le faire? Il fouille dans mon passé, essayant de trouver quelque chose qu'il peut utiliser. J'ai reçu un avertissement d'un vieil ami à la fondation Thomson. Elle sourit grimacement. Il ne trouvera rien de pire que quelques arrestations lors de manifestations à l'université, mais ce n'est pas vraiment le point, n'est-ce pas? Non, dit Alexandre, sa voix se durcissant. Le point est que l'histoire essaie de se répéter, mais cette fois ça va se terminer différemment. Il sortit son téléphone, composant un numéro qu'il avait mémorisé mais jamais utilisé. Que faites-vous? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 20 ans. La ligne se connecta. C'est Alexandre Rousseau. J'ai besoin de retracer un numéro dans le sud. Il écouta un moment. Oui, Elisabeth Rousseau, ma mère. Après avoir raccroché, Olivia prit sa main. Vous êtes sûr de ça? Non, admit-il, mais je suis fatigué de laisser la peur dicter mes choix. Vous m'avez appris ça. Elle serra sa main. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul cette fois. Ils se retournèrent vers la tâche de débarrasser la pièce, mais maintenant avec une énergie différente. Tout en travaillant, Olivia commença à partager ses rêves pour la chambre de leur fille. Pas les anciens plans, mais de nouveaux. Des étoiles au plafond, des livres remplis d'aventures, des photos de la famille élargie qu'elle trouverait au centre communautaire. Elle ne doutera jamais qu'elle est aimée, dit fermement Olivia. Par nous tous. Alexandre regarda autour de la pièce qui accueillerait bientôt leur fille, puis la femme qui avait d'une manière ou d'une autre brisé tous les murs qu'il avait construits. « Je veux vous montrer quelque chose, dit-il. Il sortit son portefeuille en retirant non pas la vieille photo de sa mère, mais une nouvelle, l'image échographique de leur fille. Je porte ceci depuis le jour où nous avons appris que c'était une fille. Je la regarde chaque fois que je dois prendre une décision difficile. » Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes. « Vous allez être un père incroyable, Alexandre. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes prêt à changer, à grandir, à affronter vos peurs. Nous allons être des parents incroyables, corrigea-t-il. Ensemble. » Comme pour marquer son accord, leur fille choisit ce moment pour donner un coup particulièrement fort. Ils rirent tous les deux, et Alexandre réalisa que pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment complètement présent dans un moment. « Dupont n'a aucune chance, n'est-ce pas ?» médita Olivia. « Non, acquiesça Alexandre, parce qu'il se bat pour le pouvoir et le contrôle. Nous nous battons pour la famille. » Le mot semblait juste sur sa langue, non plus étranger ou effrayant. « Famille !» Pas la version froide et distante que son père avait créée, mais quelque chose de chaleureux et réel et merveilleusement imparfait. Comme l'amour devrait l'être. La maison dans le sud était plus petite qu'Alexandre ne l'avait imaginé, avec un jardin bien entretenu et des carillons tintant doucement dans la brise automnale. Il était assis dans sa voiture garée, fixant la porte d'entrée, ses doigts blancs sur le volant. « Nous pouvons encore faire demi-tour, dit doucement Olivia depuis le siège passager. Enceinte de 8 mois, elle avait insisté pour venir avec lui malgré ses protestations concernant le long trajet. « Non, dit-il, puisant de la force dans sa présence. Plus de fuite. » Ils marchèrent ensemble vers la porte, sa main soutenant instinctivement son dos. Avant qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit et Alexandre se retrouva face à face avec sa mère. Elisabeth Rousseau avait vieilli avec grâce, ses cheveux maintenant argentés au lieu du brun foncé dont il se souvenait. Ses yeux à lui s'élargirent de reconnaissance et de choc. « Alexandre, » murmura-t-elle. « Bonjour, mère. » Pendant un moment, personne ne bougea. Puis le regard d'Elisabeth se porta sur Olivia, prenant en compte sa forme enceinte, et quelque chose comme de la compréhension apparut dans son expression. « S'il vous plaît, » dit-elle, reculant. « Entrez. » L'intérieur de la maison était chaleureux et vécu, des photos couvrant chaque surface. Le souffle d'Alexandre se coupa lorsqu'il en vit une de lui enfant, nichée parmi des photos d'autres enfants, ses demi-frères et sœurs, réalisa-t-il. « Je ne l'ai jamais enlevée, dit Elisabeth, suivant son regard.
Même quand je ne pouvais plus te voir. Nous avons trouvé les documents, dit doucement Alexandre, sur ce que père a fait. Élisabeth s'effondra dans un fauteuil, ses mains tremblant légèrement. J'ai voulu te le dire, tant de fois. Mais les menaces de Robert ne concernaient pas que moi. Il aurait détruit ma nouvelle famille, la vie que j'avais construite ici. Je pensais que rester à l'écart était la seule façon de protéger tout le monde, y compris moi, surtout toi. Sa voix se brisa. Il t'aurait envoyé en pension en Suisse, couper tout contact. Au moins si je restais à l'écart, tu pouvais rester à Paris, avoir une sorte de stabilité. Stabilité, répéta amèrement Alexandre. C'est comme ça que tu l'appellerais? Alexandre, intervint doucement Olivia, posant une main sur son bras. Élisabeth se tourna vers elle avec gratitude. Vous devez être Olivia. J'ai suivi les nouvelles sur la fondation. Ce que vous faites tous les deux, c'est extraordinaire. C'est nécessaire, répondit Olivia. Le changement l'est généralement. Un silence tomba, lourd de décennies de mots non dits. Finalement, Élisabeth se leva et se dirigea vers un meuble, en sortant une boîte. « J'ai tout gardé, dit-elle, l'ouvrant pour révéler des lettres, des cartes, des coupures de journaux. Chaque réussite, chaque mention de toi dans la presse. Je sais que ça ne compense pas le fait de ne pas avoir été là, mais... » Elle sortit une lettre, non ouverte et jaunie par l'âge. « J'ai écrit ceci le jour où je suis parti. Je l'ai réécrite 1000 fois dans ma tête, mais je n'ai jamais trouvé les bons mots. » Alexandre prit la lettre d'une main mal assurée. Alors qu'il lisait, Olivia observait les émotions défiler sur son visage. Colère, chagrin, compréhension. « Tu essayais de briser le cycle, » dit-il finalement, levant les yeux vers sa mère. « De l'empêcher de faire de moi, de te faire devenir lui, » termina Élisabeth. « Mais en te regardant maintenant avec Olivia, avec tout ce que vous construisez ensemble, tu as trouvé ta propre façon de le briser. »« Pas seul, » dit Alexandre, cherchant la main d'Olivia. « J'ai eu de l'aide pour réapprendre à être humain. » Leur fille choisit ce moment pour donner un coup vigoureux, faisant légèrement haleter Olivia. Les yeux d'Élisabeth se remplirent de larmes. « Puis-je » demanda-t-elle avec hésitation, faisant un geste vers le ventre d'Olivia. Olivia acquiesça et Élisabeth posa doucement une main là où sa petite fille bougeait. « Oh » souffla-t-elle, « elle est forte. »« Comme son père, » dit Olivia. « Comme nous deux, » corrigea Alexandre, se surprenant lui-même. Ils passèrent l'après-midi à partager des histoires, Élisabeth sur sa vie après son départ, ses autres enfants, les demi-frères et sœurs d'Alexandre, maintenant adultes avec leur propre famille, et Alexandre sur sa récente transformation, la fondation, la communauté qui lui avait montré une autre façon de mesurer le succès. Alors que le soleil commençait à se coucher, Élisabeth sortit un dernier objet, une petite boîte à musique ancienne. « Elle devait être à toi pour tes enfants, » dit-elle. « Je l'ai gardée en sécurité, espérant... » Alexandre prit la boîte, l'ouvrant pour entendre une douce berceuse. « Je me souviens de ça, dit-il doucement. Tu la jouais quand je n'arrivais pas à dormir. Et maintenant, tu peux la jouer pour elle. » Élisabeth hésita, puis ajouta. « Si tu veux... si tu... me permets de faire partie de sa vie. Nous aimerions ça, » répondit Olivia avant qu'Alexandre ne puisse parler. « Chaque enfant a besoin de connaître ses origines, toute son histoire, pas seulement les jolies parties. » Alexandre regarda sa mère, la regarda vraiment, et vit non pas l'abandon qui l'avait hanté pendant des décennies, mais une femme qui avait fait face à des choix impossibles et en avait porté le poids chaque jour depuis. « Nous organisons une cérémonie de nomination, » dit-il. « Le mois prochain, au centre communautaire. Ce n'est pas exactement la célébration au club que père aurait planifié, mais ça semble parfait, » sourit Élisabeth à travers ses larmes. Alors qu'il se préparait à partir, Élisabeth pressa la boîte à musique dans les mains d'Alexandre. « Souviens-toi, dit-elle, l'amour ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être présent, d'être réel, même quand c'est désordonné et compliqué. »« J'apprends ça, » répondit Alexandre, pensant aux réunions de quartier et à la cuisine, thaïlandaise sur le sol, et à toutes les façons dont sa vie était devenue merveilleusement compliquée. Sur le chemin du retour vers Paris, Olivia était inhabituellement silencieuse. « À quoi pensez-vous » demanda Alexandre. « Je pense au cycle, » dit-elle. « Comment ils n'ont pas à être des cercles qui nous piègent. Ils peuvent être des spirales, qui nous élèvent plus haut, génération après génération. »
Alexandre chercha sa main pensant à la lettre de sa mère, à l'héritage de son père, à la fille qui hériterait non seulement de sa richesse, mais aussi de sa sagesse durement, acquise sur ce qui compte vraiment. En parlant de s'élever plus haut, ajouta Olivia avec un sourire, j'espère que vous êtes prêts pour demain. Le groupe de leadership jeunesse de Jasmine présente ses propositions pour les premiers projets communautaires de la Fondation. Alexandre gémit théâtralement, mais son cœur se sentait plus plein qu'il ne pouvait s'en souvenir. Laissez-moi deviner. Pas de costumes autorisés? Maintenant vous comprenez, rit Olivia, et le son les porta à travers l'obscurité grandissante, vers toutes les belles complications que demain apporterait.